Ma sœur était la maîtresse de mon copain. Son texto, désolé, ce sont des choses qui arrivent. Ma mère m'a dit de ne pas faire de drame. Alors, à la place, j'ai provoqué leur ruine financière. Tellement moins dramatique. Ma sœur m'a envoyé un texto, désolé, ma sœur. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Après avoir découvert qu'elle était la maîtresse de mon petit ami, Maxime, pendant toute la durée de notre relation, ma mère m'a dit, ne fais pas d'histoire. Alors, à la place, j'ai provoqué la ruine financière. J'ai 32 ans, assise ici dans mon nouvel appartement, 3 mois après l'explosion de la bombe nucléaire qui a dévasté ma famille, et j'ai pensé qu'il était temps de vider mon sac. Certains d'entre vous penseront que je suis allé trop loin. La plupart d'entre vous diront probablement que je n'en ai pas fait assez. Quoi qu'il en soit, voici comment j'ai systématiquement détruit les finances de ma famille après avoir découvert que ma sœur couchait avec mon petit ami pendant les 3 années de notre relation. Laissez-moi commencer par la dynamique familiale, car c'est un contexte important pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ma sœur cadette, Eva, 28 ans, a toujours été la préférée. Pas de manière subtile où l'on se demande si l'on est paranoïaque. Je parle du genre de favoritisme si flagrant qu'un scénariste de sitcom dirait « calmez le jeu ». Ce n'est pas réaliste. En grandissant, j'étais la responsable. J'avais de bonnes notes sans qu'on me le demande. J'aidais à la maison. J'avais un petit boulot dès l'âge de 15 ans. Le truc classique de la sœur aînée. Eva, cependant, c'était des règles entièrement différentes. Elle ratait des cours au lycée. Elle n'est juste pas assez stimulée. Elle s'est fait prendre pour vol à l'étalage. C'est juste une phase. Il faut bien que jeunesse se passe. Elle emboutit la voiture de papa. Les accidents, ça arrive. C'est à ça que servent les assurances. Pendant ce temps, j'ai été consigné 2 semaines pour être rentré 1 heure après le couvre-feu parce que j'aidais une amie dont la voiture était tombée en panne. Le plus fou, c'est comment cela nous a suivis à l'âge adulte. J'ai travaillé d'arrache-pied pour finir l'université, j'ai obtenu un diplôme en finance et j'ai décroché un bon poste d'analyste financière. Rien de glamour, mais je gagnais bien ma vie et je gravissais les échelons. J'ai acheté mon propre appartement à 26 ans, remboursé ma voiture, et j'avais de vraies économies. Eva a abandonné l'université après 1 an, a enchaîné les projets qui n'ont jamais abouti et a vécu dans le sous-sol de nos parents jusqu'à 25 ans. Chaque entreprise ratée était due à un mauvais timing ou au fait que les gens ne comprenaient pas sa vision. Chaque emploi qu'elle a quitté était parce que son patron ne supportait pas ses idées novatrices. Mais c'est ici que ça devient pertinent pour l'histoire. Il y a 3 ans, papa m'a demandé de l'aider à restructurer les finances de son entreprise de construction. Il avait bâti une affaire décente en 30 ans, mais il était de la vieille école en matière de gestion financière. Tout était dans sa tête ou sur papier. Pas de vrai système en place. J'ai passé 6 mois à mettre en place une comptabilité correcte, à créer des tableurs pour le suivi des projets et à établir des relations avec de meilleurs fournisseurs. Je lui ai probablement fait économiser 80 000 € dès la première année rien qu'en rationalisant les opérations. Son remerciement, une poignée de main et c'est ce que la famille fait. Avance rapide de 2 ans, et papa décide de prendre une semi-retraite, faisant venir Eva comme sa successeur. Malgré le fait que ma sœur n'ait absolument aucune expérience dans la construction, la gestion de projet ou la direction d'une entreprise, j'avais aidé à gérer les finances gratuitement pendant tout ce temps. Mais Eva a obtenu le titre officiel, le salaire, et papa a mis son nom sur la moitié de la propriété de l'entreprise. Quand j'ai fait remarquer que j'avais pratiquement fait le travail de DAF sans être payé pendant 3 ans, papa a dit, tu as ta propre carrière. Eva en a plus besoin que toi. Logique, n'est-ce pas? C'est comme ça que la succession d'entreprise devrait fonctionner. La donner à la personne qui en a le plus besoin, pas à celle qui est réellement qualifiée. Mais j'ai laissé passer, parce que je suis un fichu paillasson qui continuait de penser que la famille devait signifier quelque chose. Maintenant, parlons de mon petit ami. Enfin, ex-petit ami, Maxime. Je l'ai rencontré il y a 4 ans par des amis communs lors d'un barbecue. Il était drôle, intelligent, travaillait comme hygiéniste dentaire, et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement après quelques mois. Je l'ai présenté à ma famille vers le 3e mois, ce qui, avec le recul, est probablement le moment où tout est parti en vrille. Eva a sorti le grand jeu immédiatement. C'est sa spécialité, être la fille charismatique, drôle,
l'âme de la fête, pendant que je suis la fille ennuyeuse qui parle de tableur et de plan d'épargne retraite. Je me souviens qu'elle m'a prise à part lors de ce premier dîner et m'a dit, franchement, il est beaucoup trop bien pour toi. Comment tu as fait ton compte? J'en ai ri. Stupide que j'étais. Au cours des 3 années suivantes, Maxime s'est beaucoup impliqué dans ma famille. Il allait à leur dîner du dimanche, aidait ma mère à cuisiner pour les fêtes, et a même fait quelques virées shopping avec ma tante. Je pensais que c'était génial. Mon petit ami s'entend bien avec ma famille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Lui et Eva sont devenus particulièrement proches. Ils se suivaient sur les réseaux sociaux. Il riait plus fort à ses blagues, et elle trouvait toujours des raisons de discuter avec lui lors des réunions de famille. Mais je lui faisais confiance, donc je n'y ai jamais rien vu de mal. Mon meilleur ami, Marc, a essayé de m'avertir il y a environ 6 mois. Nous étions dans un bar en train de regarder un match et il a abordé le sujet nonchalamment. Et, je ne veux pas créer de problème, mais est-ce que Maxime n'agit pas bizarrement ces derniers temps, genre distant? J'y ai réfléchi. Il avait été moins intéressé par le sexe, cherchait plus la petite bête pour des broutilles, et était constamment sur son téléphone. Mais j'avais été très occupé par le travail, alors je me suis dit que nous traversions juste une mauvaise passe. Chaque relation a ses phases. J'ai dit à Marc, tout va bien. Il n'a pas insisté, mais il m'a jeté ce regard. Celui qui dit, j'aurais essayé de te le dire. La vérité a éclaté il y a 3 mois de la manière la plus pathétique qui soit. J'étais chez mes parents pour aider papa avec de la paperasse. Eva était censée être sur un chantier et Maxime devait travailler l'après-midi. J'étais dans le bureau à la maison quand j'ai entendu des bruits à l'étage. J'ai pensé que c'était peut-être papa, alors je suis allé vérifier. C'est là que je les ai entendus dans l'ancienne chambre d'Eva, qu'elle utilisait encore quand elle restait dormir. La voix de Maxime, très clairement pas seule. Puis le rire d'Eva. Je suis resté là, dans ce couloir, pendant probablement 30 secondes. Mon cerveau refusait de traiter ce que j'entendais. Puis la colère a pris le dessus. Pas le genre explosif, mais le genre de colère froide et calculatrice qui vous fait penser clairement pour la première fois depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio à travers la porte. J'ai obtenu environ 2 minutes de preuves très compromettantes. Puis je suis descendu, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas défoncé la porte. J'ai juste recueilli des preuves et je suis parti. Ce soir-là, j'ai fouillé l'ordinateur portable de Maxime pendant qu'il était sous la douche. Je sais, violation de la vie privée, mais tant pis. Mon instinct avait raison. J'ai trouvé des messages remontant à près de 3 ans. Pratiquement toute notre relation. Les messages étaient dégoûtants. Pas seulement les trucs sexuels, mais la façon dont il parlait de moi. Elle est tellement ennuyeuse au lit. Est-ce qu'elle fait parfois quelque chose de spontané? Ta sœur est mignonne, mais c'est pratiquement un robot. Les réponses d'Eva étaient pires. Elle ne le découvrira pas. Elle est trop occupée par son travail. Parfois, je me sens mal, mais bon, il me préfère clairement. Honnêtement, elle n'a aucun talent pour ça. La chronologie était accablante. Le premier message datait de 3 mois après que Maxime et moi ayons commencé à sortir ensemble. Ils avaient fricoté lors de réunions de famille, dans mon appartement quand j'étais au travail, et même une fois dans ma voiture quand Maxime l'avait emprunté. J'ai passé toute la nuit à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, l'enregistrement audio de plus tôt. J'ai constitué un dossier complet. Puis j'ai ouvert une bière et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, Maxime a essayé de coucher avec moi. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Il a semblé soulagé. J'ai passé la semaine à agir de manière tout à fait normale. J'allais au travail, je rentrais, je dînais avec Maxime, je regardais la télé. Pendant tout ce temps, je mettais mes pions en place. D'abord, j'ai contacté 3 avocats différents et pris des consultations. Je voulais comprendre mes options légales, notamment en ce qui concerne l'entreprise de papa et toute implication financière. Deuxièmement, j'ai sauvegardé tous les fichiers que j'avais créés pour l'entreprise de papa sur un disque dur personnel. 3 ans de dossiers financiers, de contrats de fournisseurs, de systèmes de gestion de projet, de contacts clients, tout ce qui faisait tourner cette entreprise sans accroc. Puis j'ai reformaté les disques de sauvegarde de l'entreprise. Oups. Troisièmement, j'ai commencé à passer des appels.
Vous vous souvenez comment j'avais établi des relations avec leurs fournisseurs? Il était temps de les utiliser. Je leur ai dit que je quittais l'entreprise et que je voulais les remercier pour leur collaboration. J'ai mentionné nonchalamment que je travaillerais en freelance comme consultante financière s'ils avaient besoin d'aide. Plusieurs ont dit qu'ils garderaient mon nom en tête. Quatrièmement, et c'est important, j'ai contacté leur plus gros client, une société de promotion immobilière qui représentait environ 40% du chiffre d'affaires de mon père. Le propriétaire, Richard, et moi étions devenus amis au fil des ans. Je l'avais aidé à comprendre les devis, à expliquer les ventilations des coûts, et j'avais même repéré quelques erreurs qui lui avaient fait économiser de l'argent. J'ai dit à Richard que je me retirais de l'affaire familiale et que je voulais le prévenir qu'il devrait probablement examiner attentivement tous les futurs contrats, mentionnant que ma remplaçante n'avait pas beaucoup d'expérience dans la construction commerciale. Richard m'a remercié et a dit qu'il en tiendrait compte. Puis j'ai attendu le moment parfait. Il est arrivé le dimanche suivant, lors du dîner de famille. Tout le monde était là. Maman, papa, Eva, ma tante et mon oncle, Maxime. J'avais apporté mon ordinateur portable en disant à tout le monde que je voulais leur montrer des photos d'un événement professionnel. Nous avons fini de manger et maman débarrassait les assiettes quand je me suis levé et j'ai dit que j'avais quelque chose à partager. Alors, j'ai des nouvelles, j'ai commencé. Maxime et moi, nous nous séparons. Tout le monde s'est figé. Maxime a blêmi. Eva fixait son assiette. Maman a immédiatement commencé avec « Oh, ma chérie, que s'est-il passé? Vous aviez l'air si heureux. » Eh bien, c'est justement la partie intéressante, ai-je dit en allumant mon ordinateur. Nous avions l'air heureux parce que je ne savais pas que Maxime couchait avec ma sœur depuis 3 ans. Le silence était assourdissant, puis ce fut le chaos, maman suffocant, papa exigeant de savoir de quoi je parlais, ma tante regardant entre Eva et Maxime comme si elle ne pouvait pas comprendre. J'ai affiché les captures d'écran, j'ai tourné l'ordinateur portable. Voici 3 ans de messages. Voici l'audio de la semaine dernière quand je les ai surpris dans l'ancienne chambre d'Eva. Et voici une chronologie compilée montrant qu'il fricote à pratiquement chaque réunion de famille depuis le 3e mois de ma relation. Maxime s'est mis à pleurer immédiatement. Pas les larmes de « je suis désolé de t'avoir fait du mal ». Les larmes de « je me suis fait prendre ». Grosse différence. Eva, par contre. Eva a essayé de rester cool. Écoute, ma sœur, a-t-elle commencé. Je l'ai coupée. Ne m'adresse plus jamais la parole. Maman, comme on pouvait s'y attendre, est passée en mode gestion de crise. Calmons-nous tous et discutons de cela rationnellement. Se mettre en colère ne résoudra rien. Je suis calme, ai-je dit. J'ai eu une semaine pour digérer ça. Ce que je ne vais pas faire, c'est prétendre que ça n'est pas arrivé. Papa a finalement pris la parole. Juliette, c'est évidemment très grave. Eva, à quoi diable pensais-tu? Eva a haussé les épaules. Elle a littéralement haussé les épaules. Je ne sais pas, papa. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est là que j'ai perdu mon calme. Pas en criant, mais quelque chose en moi est devenu complètement glacial. Tu sais quoi, ai-je dit. Tu as absolument raison. Des choses arrivent. En parlant de ça, je voulais vous faire savoir que j'en ai fini avec l'entreprise, avec effet immédiat. Fini le conseil financier gratuit. Fini la gestion des comptes. Fini les relations avec les fournisseurs. Amusez-vous bien à vous débrouiller. Le visage de papa est passé de la colère à l'inquiétude en un éclair. Attends un peu. Ne prenons pas de décisions professionnelles basées sur des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Papa, ta petite protégée couche avec mon petit ami dans ta maison depuis 3 ans. Ce ne sont pas des problèmes personnels. C'est un manque fondamental de respect que j'en ai assez de tolérer. Maxime a alors commencé à parler, un charabia sur le fait que c'est juste arrivé et qu'il n'a jamais voulu me faire de mal et blablabla. Je l'ai coupé. Toi, tu as fini de parler. Sors tes affaires de mon appartement avant demain soir ou elles finiront à la poubelle. Puis je me suis tourné vers Eva. Et toi? J'espère qu'il en valait la peine. Vraiment. Parce que tu vas bientôt découvrir à quoi ressemble cette entreprise quand tu dois la gérer toi-même. Maman a repris son rôle de médiatrice. Ne disons pas des choses que nous regretterons. La famille, c'est pour toujours.
Et je sais que tout le monde est en colère en ce moment, mais... Maman, je vais t'arrêter tout de suite, ai-je dit. Tu as passé toute ma vie à trouver des excuses à Eva. Chaque échec, chaque gaffe, chaque chose égoïste qu'elle a jamais faite, tu as contribué à faire d'elle le genre de personne qui ferait ça sans une seconde d'hésitation. Alors, non, je ne suis pas intéressé à maintenir la paix. Je suis intéressé à ne plus jamais vous revoir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai donné à personne la chance de répondre. Je suis juste parti. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez Marc et je lui ai tout raconté. Sa réponse, enfin. J'attendais que tu te fasses pousser une colonne vertébrale. Le lendemain, c'était lundi. Je suis allé au bureau de Papa tôt, avant que quiconque n'arrive, j'ai emballé mes affaires personnelles, supprimé mes identifiants de tous les systèmes de l'entreprise et laissé mes clés sur le bureau. Puis, j'ai envoyé un email à Papa et à Eva. Je démissionne officiellement de toute implication dans l'entreprise, rémunérée ou non. Tous les dossiers financiers, les fichiers de projet et les contrats de fournisseurs sont sauvegardés sur le système. Les identifiants sont avec votre informaticien. J'ai supprimé mon accès à tous les comptes. Bonne chance pour les projets futurs. Ne me contactez pas, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai transféré cet email à mon compte personnel et aux avocats que j'avais consultés. Une trace écrite, c'est la base. Maxime s'est présenté à mon appartement ce soir-là, en pleurant et en suppliant de parler. J'avais fait changer les serrures le matin même, donc il ne pouvait pas entrer. Il est resté devant ma porte pendant 20 minutes avant de finalement partir. Les textos ont commencé après ça, de tout le monde. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça en famille. Papa, nous devons parler de l'entreprise. C'est plus important que les sentiments personnels. Eva, ma sœur, allez. Tu vas vraiment gâcher la famille pour ça? Désolé, mais parfois, ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas juste passer à autre chose? Ce texto-là a fait bouillir mon sang à nouveau. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai transféré à maman avec un simple message, voilà qui vous avez élevé. Félicitations. Sa réponse, elle est jeune et a fait une erreur. Ne fais pas d'histoire en gardant des rancunes. Nous sommes une famille. Ne fais pas d'histoire. C'est ce qui m'a poussé de simplement partir à tout brûler activement. Vous voyez, j'allais juste couper les ponts et continuer ma vie. Suivre une thérapie, guérir, trouver quelqu'un qui n'était pas un salaud infidèle. Mais ce texto de maman a cristallisé quelque chose en moi. Il ne pensait pas que ce qui s'était passé était vraiment mal. Il pensait juste que je surréagissais. Alors, j'ai décidé de leur donner un vrai problème dont ils devraient s'inquiéter. Vous vous souvenez de ces relations avec les fournisseurs que j'avais bâtis? Il était temps de les activer. J'ai d'abord contacté leurs fournisseurs de bois. Ces gars fournissaient environ 60% de nos matériaux pour les projets résidentiels. J'avais une excellente relation avec le propriétaire, Thomas, qui avait toujours apprécié la rapidité avec laquelle je traitais les paiements et comment je repérais les erreurs de facturation avant qu'elles ne deviennent des maux de tête. Salut, Thomas, juste pour te prévenir, lui ai-je dit au téléphone. Je ne suis plus avec l'entreprise. Ma sœur reprend la partie financière et elle a des idées différentes sur les conditions de paiement. Il est resté silencieux. Différentes comment? Eh bien, tu sais comment on faisait toujours un paiement à 30 jours et qu'on payait réellement à temps. Ouais, je ne peux pas garantir que ça va continuer. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Il m'a remercié pour l'avertissement. En une semaine, il a fait passer le compte de papa de paiement à 30 jours à un paiement à la livraison. Fini de jongler avec les coûts entre les projets. J'ai passé des appels similaires à d'autres grands fournisseurs. Je n'ai pas dénigré l'entreprise directement. J'ai juste mentionné que je ne gérais plus les finances et que je ne pouvais pas garantir la fiabilité des futurs paiements. La plupart d'entre eux ont immédiatement durci leurs conditions. Puis j'ai contacté Richard, le promoteur immobilier, celui dont l'entreprise représentait environ 40% du chiffre d'affaires de papa. Je l'ai emmené déjeuner et je lui ai raconté toute l'histoire. Il a grimacé de sympathie et a admis qu'il avait déjà réfléchi à mon avertissement. Ta sœur a soumis une offre pour le projet de la rue du Chêne, a-t-il dit. C'est environ 30% plus bas que ce que tu aurais normalement proposé. Parce qu'elle ne comprend pas les marges, ai-je dit.
Elle pense qu'elle peut se rattraper quelque part, mais elle ne le peut pas. Vous arriverez à mi-parcours du projet et soit la qualité chutera, soit elle reviendra vous demander plus d'argent. Richard a hoché la tête lentement. Quel serait ton devis? J'ai fait les calculs dans ma tête. Matériaux, main-d'œuvre, profit réaliste. Je lui ai donné un chiffre environ 25% plus élevé que l'offre d'Eva, mais réellement réalisable. C'est plus conforme à ce que j'attendais, a-t-il dit. Écoute, je vais refuser l'offre de ton père. Si jamais tu lances ta propre entreprise de conseil, fais-le-moi savoir. Je préfère travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce déjeuner a planté une graine. La semaine suivante, la pression a commencé à monter sur papa et Eva. Papa m'a appelé directement, sautant la chaîne habituelle de textos culpabilisants. Nous devons parler de la situation avec les fournisseurs, a-t-il dit, essayant de paraître autoritaire mais sonnant surtout tendu. Ils changent nos conditions de paiement. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Aucune idée, papa. Je ne suis plus dans l'entreprise, tu te souviens. Ces relations ont mis des années à se construire. Oui, en effet. Construites par moi, en étant fiable et professionnel. Peut-être qu'il s'ajuste simplement à la nouvelle structure de gestion. Il est resté silencieux un long moment. Le projet de la rue du Chêne est tombé à l'eau aussi. Richard a dit que notre offre n'était pas réaliste. C'est malheureux. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? J'ai déjeuné avec un ancien client en tant que citoyenne privée. Est-ce illégal? Il m'a raccroché au nez. Les textos de maman se sont intensifiés. J'étais vindicative. Cela a affecté toute la famille. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement laisser tomber? Ils avaient dit qu'ils étaient désolés. Sauf qu'ils ne l'étaient pas. Pas vraiment. Il n'y avait aucune excuse qui reconnaissait ce qu'ils avaient fait de mal. Juste désolé que tu sois contrarié. Désolé que cela soit arrivé. Passons à autre chose. Alors, j'ai continué. J'ai créé une SARL de conseil. Il m'a fallu 2 semaines pour tout enregistrer et monter un site web de base. Puis j'ai contacté mon réseau, entrepreneurs, chefs de projet, promoteurs, offrant du conseil financier, de la préparation de devis, des négociations avec les fournisseurs, de la comptabilité, du triage de trésorerie, tout ce dont ils avaient besoin. En 1 mois, j'avais 4 clients. En 2 mois, je gagnais plus que mon salaire de jour. J'ai donné mon préavis à mon poste d'analyste et je me suis lancé à plein temps dans le conseil. Voici la plus belle partie. 3 de ces clients étaient des entreprises qui sous-traitaient pour l'entreprise de papa. Ils n'ont pas changé pour lui faire du tort. Ils avaient juste besoin d'expertise financière et j'étais disponible. Mais cela signifiait que des projets qui auraient pu aller à papa allaient maintenant à des concurrents qui avaient leurs chiffres en ordre. L'entreprise de papa a commencé à faire une hémorragie. Pas un bain de sang spectaculaire, juste une fuite lente et régulière. Les projets avec des devis trop bas étaient en deçà du budget sur le papier mais perdaient quand même de l'argent en réalité. Les coûts des matériaux dépassaient les prévisions parce qu'Eva n'avait pas pris en compte les frais de livraison et les déchets. La main-d'œuvre dépassait les délais parce qu'elle planifiait tout comme si l'optimisme seul pouvait couler du béton. Environ 3 mois après mon départ, papa a rappelé. Nous avons besoin d'aide, a-t-il dit. Pas de préambule. L'entreprise est en difficulté. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Ne me sors pas ce ton corporate, Juliette. Nous n'obtenons plus de conditions favorables des fournisseurs. Nous perdons des contrats. La moitié de nos sous-traitants fiables sont partis. On dirait que le marché est difficile, ai-je dit. Avez-vous envisagé d'engager un consultant financier? J'ai entendu dire qu'il y en a de bons disponibles. Il a expiré comme si je l'avais frappé. Bon sang. Arrête de jouer. Tu as raison. C'est sérieux. Tout comme ce qu'Eva et Maxime ont fait. Tout comme votre réponse. Ne fais pas d'histoire. Ce ne sont pas des histoires, papa. Ce sont les affaires. Si nous coulons, ta mère et moi perdons tout. La maison, notre retraite, tout. Cela m'a fait marquer une pause. Non par pitié, mais pour comprendre l'ampleur. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Il avait utilisé la maison comme garantie pour des prêts commerciaux. La croissance avait apporté des dettes. Quand je gérais la trésorerie, ça fonctionnait. Maintenant, beaucoup moins. À quel point,
ai-je demandé. Environ 300 000 euros, peut-être plus. Mon Dieu, ça n'est pas arrivé en 3 mois. Depuis combien de temps fonctionnez-vous à perte? Silence. Peut-être 1 an, a-t-il dit. Eva disait qu'elle maîtrisait la situation. Bien sûr qu'elle le disait. Est-ce qu'elle s'est versé un salaire pendant tout ce temps? C'est l'associée gérante, a-t-il dit. Hebdomadaire. Elle mérite une compensation. Et comment ça se passe? Voici mon offre, ai-je dit. Je consulterai pour votre entreprise. Mon tarif est de 200 € de l'heure, minimum 20 heures par semaine, facturation bimensuelle, paiement dû à réception. J'auditerai les finances, créerai un budget réaliste et renégocierai avec les fournisseurs si possible. Conditions. 1. Eva est retirée de toute prise de décision financière. 2. Toute décision commerciale majeure passe d'abord par moi. 3. Nous ne discutons jamais de questions familiales personnelles. C'est purement professionnel. C'est excessif. Tu faisais ça gratuitement avant. Je faisais beaucoup de choses avant que votre fille ne couche avec mon petit ami dans votre maison pendant 3 ans pendant que vous regardiez tous ailleurs. Les prix ont augmenté. C'est à prendre ou à laisser. Il a accepté. Le désespoir est un excellent stylo. Je me suis présenté le lundi avec un contrat qui ferait la fierté d'un usurier. Au-delà de mon tarif, j'avais des clauses sur le pouvoir de décision, l'accès complet au dossier et le droit de partir avec un préavis de 2 semaines s'il ne suivait pas les recommandations. Puis j'ai commencé l'audit. C'était pire que ce que je pensais. Eva n'avait pas seulement été mauvaise. Elle avait été catastrophiquement négligente. J'ai trouvé 45 000 € de factures non émises pour des travaux terminés parce qu'elle avait oublié de les envoyer. 30 000 € de paiement en double à des fournisseurs parce qu'elle ne vérifiait pas les registres avant de cliquer sur repayer. 3 gros chantiers avec des devis si bas qu'ils étaient garantis de perdre de l'argent. Une carte de crédit d'entreprise qu'Eva utilisait pour des relations clients et qui ressemblait beaucoup à des restaurants, de l'essence pour sa voiture personnelle et un week-end à Monaco. Des charges sociales qui n'avaient pas été déclarées correctement depuis 6 mois, accumulant des pénalités comme si c'était un hobby. J'ai tout documenté et j'ai envoyé à papa un rapport soigné avec une note de couverture. Voilà ce que vous obtenez quand vous confiez une entreprise à quelqu'un sur la base du favoritisme plutôt que de la compétence. Puis j'ai exposé mes recommandations. Eva est immédiatement retirée de toute autorité financière. Mettre en place des paiements automatiques pour les factures récurrentes. Appeler le fisc et renégocier. Cela coûtera environ 10 000 € de pénalité, mais c'est mieux que l'alternative. Arrêtez de prendre de nouveaux projets jusqu'à ce que nous finissions et facturions ceux existants. Papa prend un salaire plus petit pendant 6 mois pour reconstruire la trésorerie, annuler la carte d'entreprise et faire rembourser à Eva les frais personnels. Papa a accepté tout, sauf de retirer Eva complètement de l'entreprise. C'est toujours ma fille, a-t-il dit. Elle mérite une place. Bien. J'ai redéfini son rôle. Elle pouvait garder son titre, subir une baisse de salaire de 30%, et n'avoir aucun accès aux finances, aux communications avec les clients ou aux devis. Elle était chef de projet sans autorité. Eva l'a découvert et a perdu la tête. Elle m'a appelé, la voix tremblante de fureur. Tu essaies de me détruire. Non, ai-je dit. Je minimise les dégâts. La différence, c'est que maintenant, je suis payé pour nettoyer ton gâchis. Tu as toujours été jalouse, a-t-elle craché. J'ai ri. Jalouse de quoi? De ton talent pour faire exploser tout ce que tu touches? De ton engagement à décevoir tout le monde, y compris toi-même? Bien sûr. Super jalouse. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait exactement ce pourquoi j'étais sous contrat. Ni plus, ni moins. J'ai renégocié les conditions avec les fournisseurs. Pas aussi avantageuses qu'avant, mais mieux que le paiement à la livraison. J'ai recouvré l'argent non facturé et mis en place un système comptable que même papa pouvait suivre. L'entreprise s'est stabilisée. Elle n'a pas grandi, mais l'hémorragie a ralenti. Durable pour les opérations, pas pour le plan de retraite de papa. Environ 5 mois plus tard, maman a appelé pour la première fois depuis l'implosion. Ton père est épuisé, a-t-elle dit. Il a 64 ans, il travaille 60 heures par semaine. Il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord, ai-je dit. Il devrait vendre l'entreprise et prendre sa retraite. C'est son héritage.
Alors il aurait dû y penser avant de le confier à quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Que attends-tu de moi, maman? Reviens. Gère-la correctement. Aide-le à prendre sa retraite avec dignité. À quel prix? Dois-je simplement oublier qu'Eva a passé 3 ans à coucher avec mon petit ami? Prétendre que vous n'avez rien vu? Ta première réponse a été « ne fais pas d'histoire ». Nous ne savions pas, a-t-elle insisté. Bien sûr, ai-je dit. Maxime passait tous les dimanches chez vous. Eva aussi. Tu penses qu'ils étaient juste de très bons amis? Tu as vu ce que tu voulais voir parce que c'était plus facile. Elle n'a rien trouvé à répondre à ça. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je terminerai mon contrat. Il reste 4 mois. Pendant ce temps, je préparerai l'entreprise à la vente. Papa pourra prendre sa retraite. Vous pourrez déménager dans plus petit. Eva pourra trouver sa propre carrière. Après ça, j'en ai fini. Pas de dîner de famille, pas de vacances, pas de faux-semblants. Tu es cruel. Non, je suis enfin honnête. Et puis j'ai raccroché. Fidèle à ma parole, j'ai passé les 4 mois suivants à tout mettre en ordre. J'ai mis à jour les systèmes, documenté chaque processus, constitué un portefeuille de projets terminés et contacté discrètement mon réseau professionnel pour trouver des acheteurs potentiels. Finalement, j'en ai trouvé un, une entreprise de construction de taille moyenne qui s'étendait dans notre région. Ils ont été impressionnés par la façon dont j'avais restructuré les choses, par la transparence des dossiers, par la propreté de tout après des années de chaos. Ils ont fait une offre de 750 000 € pour l'entreprise. Après avoir remboursé les dettes que papa et Eva avaient accumulées, il leur resterait environ 400 000 €. Pas de quoi prendre sa retraite en Italie, mais assez pour un petit appartement et une vie tranquille s'ils étaient malins. La vente a été finalisée il y a 2 mois. J'ai assisté à la signature finale, non pas en tant que membre de la famille, mais en tant que consultante. J'ai serré la main des nouveaux propriétaires, remis toute ma documentation et je suis sorti directement. Papa m'a suivi sur le parking. Sa voix était douce, fatiguée. Juliette, je sais que les choses ne se sont pas passées comme tout le monde le voulait. Elles se sont passées exactement comme vous les avez provoquées, ai-je dit. Vous avez choisi Eva plutôt que la compétence. Vous avez choisi la paix plutôt que la responsabilité. Ce sont les conséquences. Il a baissé les yeux. C'est toujours ta sœur. Biologiquement, ai-je dit. Dans tous les autres sens qui comptent, non. Nous en avons fini. Je suis parti en voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. L'ironie, c'est que ce trajet m'a semblé être le premier moment de vraie liberté de ma vie. Pendant des années, j'avais été celle qui répare, la médiatrice, celle qui nettoie les dégâts des autres. Mais pour une fois, je ne réparais pas. J'en avais fini. L'épilogue, il est bon. Vraiment bon. Mon entreprise de conseil est florissante. Je gagne 3 fois plus que ce que je gagnais en tant qu'analyste financière, en travaillant 2 fois moins d'heures et en choisissant avec qui je traite. Personne ne me manipule. Personne ne profite de moi. Personne ne donne mon travail à quelqu'un d'autre parce que c'est la famille. Il s'avère que la tranquillité d'esprit paie mieux que n'importe quelle promotion. Et oui, je vois quelqu'un de nouveau. Il s'appelle Adrien. C'est un chef de projet dans l'une des entreprises de mes clients. Intelligent, posé, le genre de calme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand je lui ai raconté l'histoire, toute l'histoire, chaque morceau horrible, il n'a pas eu pitié de moi. Il n'en a pas plaisanté. Il m'a juste regardé et a dit, « Tu es bien plus gentil que je ne l'aurais été. » Nous y allons doucement. Pas de love bombing, pas de drame, pas de promesses sans fin qui se dissolvent à la lumière du jour. Il sait ce que j'ai traversé et il n'essaie pas de le réparer. Il écoute simplement. Parfois, c'est tout ce dont la guérison a besoin. Quelqu'un qui voit la cicatrice et ne sourcille pas. De temps en temps, j'ai des nouvelles par l'intermédiaire de Marc, mon meilleur ami. Il parle encore à des gens qui connaissent ma famille. Apparemment, papa et maman ont vendu leur maison et ont emménagé dans un appartement plus petit. L'argent s'épuise plus vite que prévu parce que, devinez quoi, ils aident Eva avec son loyer. Bien sûr qu'ils le font. Il s'avère que lorsque vous perdez votre faux emploi confortable et que vous n'avez aucune expérience du monde réel, repartir de zéro n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Elle enchaîne les petits boulots,
parlant grand d'une nouvelle idée d'entreprise toutes les 2 semaines, toujours convaincu que l'univers lui doit une autre chance. Et Maxime, il a essayé de me recontacter il y a quelques mois. Un long texto dramatique sur le fait qu'il est en thérapie, qu'il a réalisé tout ce qu'il a fait de mal. Qu'il veut s'excuser correctement. Je l'ai lu, je n'ai rien ressenti, je l'ai supprimé. Eva a aussi envoyé un texto. J'espère que tu es heureuse maintenant. Tu as détruit l'entreprise de notre famille juste pour te venger. J'ai répondu à celui-là. Non, Eva, je n'ai rien détruit. J'ai sauvé ce que je pouvais de ton incompétence, j'ai donné à papa de quoi prendre sa retraite, et je suis parti. Le fait que tu considères mon refus de me sacrifier pour toi comme une vengeance en dit long sur qui tu es. Ne me recontactez plus. Elle ne l'a pas fait. Les gens me demandent parfois si je le regrette. L'option nucléaire, la politique de la terre brûlée, le détachement total. La vérité, pas le moins du monde. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette d'avoir pensé que la famille signifiait un soutien inconditionnel au lieu d'une transaction à sens unique. Mais partir, prendre le contrôle de ma vie, laisser les gens qui m'ont trahi faire enfin face au poids de leur propre choix. Aucun regret. Le dernier texto de maman est arrivé il y a environ 1 mois. Une famille est censée se pardonner. Ma réponse a été simple. Une famille est censée ne pas se trahir en premier lieu. Vous devriez essayer ça avec votre prochain enfant. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était la dernière fois que l'un d'eux me contactait. Alors oui, cher lecteur. C'est mon histoire. Ma sœur a couché avec mon petit ami. Ma famille m'a dit de ne pas faire d'histoire. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai calculé. J'ai exécuté. Et je suis parti plus riche, plus calme et complètement libre. Ces jours-ci, je me réveille, je me fais un café, j'ouvre la porte de mon balcon et je respire. Il y a une sorte de quiétude qui ne vient que lorsqu'on a cessé de laisser les gens vous épuiser. L'entreprise me tient occupé, mais pas surmené. Je choisis mes clients, je choisis mes heures. Je n'ai plus à surveiller l'incompétence. Je peux réellement apprécier le travail que je fais. Et Adrien, le nouveau, c'est la première personne qui fait que le silence ressemble à un foyer plutôt qu'à de la solitude. Nous ne nous précipitons pas. Nous n'en avons pas besoin. J'ai déjà survécu à un ouragan. Je n'ai pas besoin de feu d'artifice maintenant. J'ai besoin de chaleur. Parfois, je repense à ce dîner du dimanche, à cette horrible pause silencieuse avant le chaos. La façon dont maman a suffoqué, dont papa a crié, dont Eva s'est figée. Comment je suis parti sans dire au revoir. À l'époque, j'avais l'impression que ma vie s'effondrait, mais elle ne s'effondrait pas. Elle se clarifiait. On dit que la vengeance ne résout rien. Peut-être qu'ils ont raison. Mais la paix résout tout. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir intouchable. Et c'est exactement ce que je suis devenu. Ces jours-ci, je pense à peine à eux. Pas par amertume, mais parce qu'ils n'existent tout simplement plus dans ma vie quotidienne. Les quelques connaissances communes qui parlent encore à Eva disent qu'elle se réinvente. Elle publie des citations de motivation sur la croissance et le pardon sur les réseaux sociaux, ce qui est ironique étant donné qu'elle ne s'est jamais vraiment excusée. Maman aime chaque publication, bien sûr. Papa reste simplement hors d'Internet. Je suppose que la honte a une façon de faire taire les gens. Mais moi, je vais bien. Mieux que bien. Je pensais autrefois que la paix était quelque chose que l'on devait mériter. Comme si, en travaillant assez dur, en restant assez silencieuse, en pardonnant assez vite, elle vous serait finalement accordée. Mais la paix n'est pas donnée. Elle se prend. C'est se choisir soi-même, même quand tout le monde appelle ça de l'égoïsme. Il y a quelques soirs, Adrien et moi étions assis sur le balcon, des verres de vin à moitié pleins, les lumières de la ville clignotant en dessous. Il m'a demandé, est-ce que tu y retournerais un jour? Pas vers eux. Vers cette ancienne version de toi. J'ai ri. Celle qui pensait que la loyauté signifiait l'auto-sacrifice? Non, elle est partie. Il a souri un peu, a hoché la tête. Bien. Elle méritait mieux. Pas de grands discours, pas de promesses, juste cette compréhension silencieuse. Et honnêtement, c'est ce que j'avais attendu depuis toujours. Pas de grands gestes, juste la paix. Mon thérapeute m'a dit un jour, parfois,
la guérison ne consiste pas à reconstruire des ponts. C'est de réaliser que certaines personnes n'étaient jamais censées traverser la même rivière avec vous. J'y pense beaucoup parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas brûlé de pont. J'en ai construit de nouveaux, qui mènent à un meilleur endroit. Parfois, j'ai ces souvenirs Facebook, les fêtes de famille, les anniversaires, tous ces sourires posés. Et pendant un instant, ça pique. Mais ensuite, je me souviens de ce que ces photos cachent. Le favoritisme, la manipulation silencieuse, l'attente constante que je répare tout. Je ferme l'application, je prends une profonde inspiration et je retourne à la vie qui est enfin la mienne. Adrien et moi avons parlé de voyager l'année prochaine. Rien d'extravagant. Peut-être un endroit calme, la côte, les montagnes, un endroit loin de tout ce qui me faisait mal avant. Il a plaisanté en disant que je vérifierais probablement encore mes emails depuis la plage. Et il a probablement raison. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais cette fois, ce sera mon travail, mon succès, ma paix. Je me demande encore parfois si Eva reste éveillée la nuit en pensant à ce qu'elle a perdu. Pas moi nécessairement, mais la version de sa vie où elle était intouchable, où chaque erreur était balayée sous le tapis. Peut-être qu'elle le fait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Pour la première fois, ma vie me semble propre. Pas de chaos, pas de dette émotionnelle, juste un équilibre. Et si quelqu'un de mon ancienne vie tombe un jour sur ce message, s'il se reconnaît d'une manière ou d'une autre dans ces mots, voici ce que je leur dirai. Vous ne m'avez pas brisé. Vous m'avez libéré. Alors oui, voilà l'histoire de comment j'ai perdu ma famille, trouvé ma liberté et appris que parfois, la vengeance la plus propre n'est pas la destruction, mais l'élévation. Parce que la paix est une richesse que personne ne peut voler. Et je suis enfin riche. Cela fait 1 an maintenant, 12 mois complets depuis le dîner qui a mis fin à tout. Et d'une certaine manière, je ne me suis jamais senti aussi légère. L'appartement qui me semblait autrefois trop calme ressemble maintenant à un foyer. Le bourdonnement de la ville la nuit, le tintement de ma tasse de café contre le comptoir le matin, de petits sons qui me rappellent que je construis une vie qui est la mienne. Pas de culpabilité, pas de chaos, pas de marche sur des œufs autour des mauvaises décisions des autres. Adrien est toujours là, stable comme toujours. Il est patient d'une manière qui me rendait méfiante au début, comme si j'attendais le piège, la trahison, le masque inévitable qui tomberait. Mais ce n'est pas arrivé. C'est le genre d'homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur en rabaissant les autres. Il demande avant de toucher. Il écoute quand je parle. Il est présent. Nous prenons toujours les choses lentement. Et c'est exactement comme ça que je le veux. Il n'y a pas de calendrier, pas de pression, pas de faux semblants. Parfois, nous travaillons côte à côte en silence. Moi sur mon ordinateur portable, lui esquissant des plans pour un projet. Et ce silence est synonyme de sécurité. Mon entreprise a triplé de taille. Ce qui a commencé comme un projet de vengeance discret s'est transformé en quelque chose de réel, de puissant. J'ai une petite équipe maintenant. 2 analystes, un comptable, un assistant à temps partiel. Il plaisante en disant que je dirige les choses comme un commandant de la marine. Peut-être que oui, mais ils sont heureux. Ils sont bien payés, et nous faisons du très bon travail. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email de Richard, le promoteur qui travaillait autrefois avec l'entreprise de mon père. Il m'a invité à soumissionner pour un nouveau projet massif. Il a dit qu'il ne ferait confiance à personne d'autre pour la partie financière. Cet email m'a fait rire, non par arrogance, mais par soulagement. La preuve que tout ce que j'avais fait, chaque choix douloureux, chaque limite fixée en avait valu la peine. Je n'ai pas brûlé de pont. J'ai juste arrêté de traverser ceux qui ne menaient nulle part. Eva, d'après ce que j'entends, travaille à temps partiel dans un studio de design, continue de poster sur les nouveaux départs, continue de se chercher. Maman et papa ont de nouveau vendu l'appartement, ont déménagé.